Allez, nous voici en live. Nous sommes le lundi 26 février 2024. Il est midi 14. On est un tout petit peu en avance. Et j'ai le plaisir de recevoir, je le remercie énormément, monsieur Guillaume Vlaming. Est-ce que c'est bien comme ça que ça se prononce? C'est Vlaminck, mais C'est c'est pas grave. Vlaminck. Bon, c'était plus stylé avec un Y, je me suis dit. Bon, comment vas-tu? Ça Comment va vas-tu? bien, et toi? Eh ben ça va, je suis très content d'accueillir voilà, sur ce petit live, sur ce petit podcast, parce que ben, déjà ça fait un bail. Ça fait un bail. Je crois qu'on ne s'était vu au final qu'une seule fois, à l'occasion d'une murder que j'avais écrite sur le thème de 1830, à moins que... Tout à fait. Voilà, et j'en gardais un très bon souvenir de ce moment-là. Il me semble que tu incarnais, mais il va falloir que tu... Au cas où tu me Tout à connais, fait, un très très bon souvenir, très très bon souvenir. que tu incarnais, c'était pas un personnage bonapartiste. Ah si, Voilà, c'était un bonapartiste. Voilà. Bon, ben comme quoi, tout à le fait. milieu du jeu de rôle grandeur nature, comme on l'indiquait juste avant, c'est un petit monde. Et ça fait plaisir voilà, de se retrouver pour causer un peu de nos boulots respectifs. Et d'autant que tu t'es proposé spontanément dès que tu as vu que je me lançais dans l'aventure. Et oui, tout à fait, tout à fait. J'ai bien aimé le format que tu proposes, plutôt clair et instructif. Et voilà, Et ben franchement, écoute, ouais, j'en suis c'est pourquoi je t'avais envoyé un petit message. Eh ben, j'en suis très touché. Je dois avouer qu'effectivement, il y a eu de très bons retours de la première interview avec Jeremy Schneider, qui était data scientist sur les questions de l'intelligence artificielle. Et puis là, bah, écoute, de causer avec un expert judiciaire près la cour d'appel de Nancy, c'est pas rien pour moi. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Et pour être tout à fait franc avec toi, ça me sert de précédent pour organiser de nouvelles interviews. Beaucoup vont écouter cette interview en se disant bon, comment ça se passe, etc. Parce que peut-être des magistrats, éducateurs spé, bref, d'autres vont se dire ah, voyons comment c'est le style, etc. Et si on peut y aller, voilà, parce que dès qu'on l'interroge, dès qu'on parle d'interview aujourd'hui, forcément, il y a un peu le spectre CNews. BFM qui pourrait Ah, laisser penser que ça peut être un traquenard, c'est pas du tout l'objectif, tu t'en doutes. tout à fait. Bon, eh ben écoute, je te propose qu'on y aille, qu'on y aille. Toi, tu es donc expert judiciaire. Eh ben, mettons tout de suite, pour ceux qui connaissent pas le monde du droit, on est là aussi pour le vulgariser, c'est quoi un expert judiciaire? C'est quoi une expertise judiciaire? Alors, je vais justement te reprendre un petit peu, je crois, sur ta présentation que tu as Hmm. pu faire. Parce qu'en fait, expert judiciaire n'est pas un travail. Et ne doit pas l'être, même si certaines pratiques tentent à l'être. Ah, c'est Parce qu'en intéressant fait, ça. quand on est expert parce on a une expérience dans notre domaine, qu'on est reconnu pour cette expérience, parce qu'on a une pratique soit dans le bâtiment depuis des dizaines d'années, soit en médecine dans certaines spécialités, et que la notoriété fait que cette expérience nous permet d'être reconnu et donc de pouvoir donner des avis techniques à des magistrats qui, eux, ne connaissent pas ou n'ont pas les compétences, des compétences spécifiques Mhm. en bâtiment, en architecture, en médecine légale, en balistique ou des choses comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a ce titre d'expert, puisque expert près d'une cour d'appel, en fait, est le seul titre, tu me diras si je me trompe, mais qui est protégé par le code pénal, ce qui n'est pas le cas de Bon. experts comme les experts automobiles, Oui, etc., oui, tout à etc., fait. qui sont des conseillers. Donc, oui, effectivement, c'est un titre qui est donné quand on est inscrit sur une liste parce qu'on dispose de compétences techniques, on est reconnu pour nos compétences, parce qu'on exerce dans un domaine qu'on maîtrise et pour lequel on peut donner des avis aux magistrats qui nous posent des questions diverses et variées dans des procédures civiles, pénales ou administratives pour les juridictions administratives. Mais Je ne du sais pas coup, si tu j'ai dis, répondu à la question. ouais, mais du coup, tu dis que c'est pas un travail, genre, mais parce que c'est pas pro bono. Moi, je les vois, hein, vos demandes de provision. Hein. Je sais pas si c'est élevé ou pas, mais il y a quand même du. C'est quand même rémunéré. Alors, c'est un travail en soi, mais je veux dire, l'expertise, comme elle est définie par les textes, n'est pas censée être. Je mets tout ce qui est interprète à part, c'est quelque chose qui est particulier, mais normalement, on n'est pas censé vivre de l'expertise. Ok. Après, effectivement.
quand tu fais une grosse expertise civile qui te demande l'analyse, je pense notamment au bâtiment ou à l'architecture, qui te demande des déplacements, des réunions d'expertise, de l'analyse, des analyses, etc., etc., ça prend énormément de temps et donc forcément les devis, les consignations qui sont demandées sont prorata du temps et des moyens qui se sont alloués. Bien, non, mais du coup, dans ta pratique professionnelle, tu dirais que faire des expertises judiciaires, du coup, c'est l'accessoire, c'est occasionnel? Alors là aussi, ça dépend des rubriques dans lesquelles tu es inscrit. Moi, je suis médecin, donc je peux parler que des sciences médicales. Il est évident que la problématique, c'est qu'en plus, je suis médecin, mais en plus, je suis psychiatre. Et il s'avère que la psychiatrie est un domaine qui est particulièrement demandé par les magistrats, Ah que bah ce je soit veux, le ouais. parquet ou le siège, pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, notamment en matière pénale, on a tendance un petit peu à psychiatriser énormément de choses et donc à demander beaucoup d'expertise psychiatrique. Et donc, du coup, on est très, très, très sollicité, ce qui n'est pas forcément le D'accord. cas de l'ophtalmo, l'expert judiciaire en ophtalmologie ou de l'expert judiciaire en gynécologie. Ah bah, enfin, on aura l'occasion d'y revenir, mais je pense qu'il y a forcément une expertise psychiatrique dès lors que ça cause de cour d'assises, hein. Sur la question de l'abolition du discernement, je vois pas qui d'autre peut se prononcer, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc moi, pour moi, c'est une activité qui est en plus de mon temps de travail, mais qui est quand même en quantité non négligeable. Ouais, voilà, ok. Ok, mais donc tu dirais que c'est une activité qui peut être régulière, mais en tout cas telle qu'elle a été conçue, peut-être d'ailleurs que ça appelle à une forme de modification, de réforme de ta part, tu nous diras ton sentiment là-dessus. Mais tu dirais que ça a été conçu sur les textes comme le sapiteur, l'homme de l'art, l'homme de la science, mais de manière occasionnelle. On ne devrait pas y recourir de manière automatique et on ne devrait pas non plus en faire une activité. En gros, ben oui, t'as pas une petite encarte où il y a écrit expert judiciaire. C'était avant tout médecin et occasionnellement, tu es sollicité à titre d'expert dans le cadre d'une action particulière. J'ai résumé? Ah bah, tout à fait, puisque en fait, mais là je prends l'exemple de la médecine, mais je pourrais donner d'autres exemples pour d'autres métiers. Je ne connais pas. Mais je veux dire, pour pouvoir donner un avis d'expert, il faut être au goût du jour de ce que tu fais tous les jours. Si Mhm. tu n'actualises pas tes données de la science, si tu n'es pas au courant des dernières méthodes, des dernières évolutions sur le plan des médicaments, etc., comment tu peux donner un avis technique d'expert si tu n'as pas une pratique clinique? Ok. Euh, oui. Ok, ok. Mais non, mais ok, je comprends. C'est même, donc, du coup, c'est même une nécessité presque déontologique, j'imagine, que tu puisses rester, ben, comme tu dis, au goût du jour, et donc que tu aies une pratique en dehors de la seule expertise judiciaire. Ok. Euh, Il faut avoir une pratique clinique et en plus de ça, il y a une nécessité euh, de continuer d'être à jour aussi sur le plan médico-légal, c'est-à-dire d'être au clair. Voilà, tu t'évoquais rapidement la question des responsabilités pénales, hein. Il y a on a légiféré, enfin, le gouvernement a légiféré récemment sur les modifications de l'article 122.1. C'est aussi, les experts ont aussi besoin de savoir l'environnement dans lequel il évolue, et donc on a cette obligation aussi de continuer notre formation continue sur l'aspect juridique pour savoir dans quel environnement on évolue. On ne peut pas dire, bon, bah, ça y est, je suis expert, et puis dans 20 ans, il y ouais, aura bien eu sûr. des changements. Ok, ok. Comment toi, t'es devenu expert judiciaire? Donc, du coup, j'imagine que d'abord, t'es devenu médecin psychiatre. Alors, ouais, ouais, moi j'ai fait de la psychiatrie, j'ai fait un internat de psychiatrie, et très rapidement, en fait, dès le début de mon internat, je me suis intéressé à la pratique médico-légale. D'accord. Donc, notamment dans les unités pour malades difficiles, et puis je m'étais inscrit dans un master 2 de médecine légale, d'éthique et de droit de la personne, parce que voilà, j'avais cette appétence un petit peu médico-légale, et j'ai eu la chance au cours de mon parcours de tomber avec beaucoup de maîtres de stage qui faisaient de l'expertise, donc qui m'ont formé sous forme de compagnonnage, et puis après, ben, je me suis lancé, puis j'ai eu l'occasion aussi de tomber dans une région, quand j'ai eu mon premier poste, qui était démographiquement particulièrement dépourvu de psychiatres et notamment d'experts. Et donc le parquet, à l'époque, m'avait sollicité. Je leur ai dit que j'étais intéressé. Puis voilà. Donc quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, après, petit à petit, Ouais, c'est vrai que le voilà un petit sudiste. peu comment ça s'est fait. Ouais, le sudiste que je suis a une vision assez vague de la zone de Nancy. Et pour moi, quand tu me parles de désert médical, effectivement, je pense que ça doit être relativement déserté tout ça. Il doit y avoir des... Alors, ouais, alors c'est très disparate, mais disons qu'on souffre particulièrement de la frontière avec le Luxembourg.
qui Ouais, d'un point de vue financier, trust et amène à faire un appel d'air pour les médecins, les infirmiers, etc., etc. forcément. Ça, oui, voilà, bah, c'est une situation ouais, qu'on retrouve ailleurs dès lors qu'il y a un meilleur niveau de vie. Ouais, donc je comprends bien, je comprends bien. Donc du coup, ouais, d'emblée, t'es rentré dans la psychiatrie avec cette vision médico-légale. Et alors, mais au-delà du coup de cette formation-là, quand tu as prêté serment pour devenir médecin, tu as dû du coup faire autre chose pour être reconnu comme étant expert. Peut-être qu'il y a, j'imagine, un certain nombre d'années avant de devenir expert. Comment ça se passe en fait au moment où tu reçois cette petite accréditation supplémentaire? Alors, en fait, c'est défini par les textes, hein, donc, tu dois t'inscrire avant. Tu fais tout un dossier de candidature. Tu dois envoyer au parquet du tribunal judiciaire du ressort dans lequel tu travailles, où tu expliques pour quelles sont tes motivations. Tu fais ton curriculum vitae, les formations qui sont en lien et que tu as pu suivre, qui sont en lien avec ton domaine d'expertise et l'aspect médico-légal. Mhm. Moi, j'avais fait un début de psychiatrie légale, donc ça faisait partie des pièces à fournir. Et puis après, le dossier est étudié, il y a une enquête administrative, le dossier passe à la cour d'appel à la fin de l'année. Et puis après, on te dit, ben, c'est bon, c'est pas bon. Et puis si c'est bon, il faut venir prêter serment à la cour d'appel, en sachant que les textes obligent, enfin, normalement, il faut avoir fait 10 ans d'expérience dans ton domaine professionnel avant de pouvoir Ouais. déposer ton dossier. Voilà. Donc normalement, si tu n'as pas 10 ans d'expérience professionnelle, si tu ne justifies pas de 10 ans d'expérience, on en revient aux propos qu'on a eu au tout début de l'entretien, normalement, tu ne peux pas t'inscrire sur une liste de cour d'appel. Après, c'est pas parce que tu n'es pas inscrit sur une liste de Oui. cour d'appel que les magistrats ne peuvent pas te nommer. Après, ils doivent motiver leur décision dans leur ordonnance. Alors souvent, ils le motivent parce qu'il y a des manques d'experts, parce que la personne qui nomme a des compétences reconnues, parce que c'est un ancien expert près d'une cour d'appel et qui a décidé de se faire radier des listes pour plein de raisons différentes, comme ça a été le cas ces dernières années. Alors voilà, c'est motivé. Mais les magistrats, d'ailleurs, ne sont pas obligés de choisir des experts sur les listes. Ils peuvent désigner n'importe quelle personne. Après, il faut qu'ils Ouais. justifient si c'est pas sûr. Après, ouais, par expérience, quand t'es pas inscrit sur une liste, bah, on y viendra sûrement. Ça prête davantage le flanc à d'éventuels rapports qui seraient attaqués en nullité. Ah ben, Et- ne serait-ce que sur le bon respect, alors là on parle peut-être plus de l'aspect civil, mais ne serait-ce que sur le bon respect du contradictoire, sur les règles de procédure civile, etc., etc. Si tu n'as pas de formation, si tu n'es, quand tu es expert sur une liste de cour d'appel, tu dois avoir ces connaissances-là. Donc tu es censé faire des expertises qui respectent le cadre juridique. Alors que quand tu ne l'es pas, tu n'as pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Effectivement, ça peut amener. Là récemment, j'ai eu une expertise civile où Mhm. ben on a fait valoir la nullité. Enfin, pas moi, mais une des parties a fait valoir la nullité. Puis on est reparti sur une nouvelle expertise pour cette raison-là, parce que l'expert initial n'était pas inscrit sur une liste et qu'il y a eu des. Ça a amené à des. On n'était pas dans le bon cadre. Ouais, ouais. Et toi, du coup, t'avais tes 10 ans, toi, de métier? Toi, t'étais bon, t'étais dans les clous, c'est passé crème, ou t'as un petit peu appréhendé? Comment Ah bah t'appréhendes toujours, hein. Après, je pense que c'est comme tout à chacun, hein. C'est comme pour les magistrats, c'est comme les avocats. Tu gagnes en expérience et très clairement, les expertises que je faisais il y a 10 ans n'ont plus rien à voir avec celles que je fais maintenant. Tu évolues, puis heureusement que tu évolues et que tu gagnes, enfin j'espère que tu peux gagner en qualité dans ton travail. Donc oui, les appréhensions, notamment à la cour d'assises, effectivement, les premières fois où tu vas dans Mhm. une cour d'assises, t'appréhendes. Quand tu y es passé une centaine de fois, bon, Ouais, non, non, mais voilà, au mais moins. non, mais je veux dire, au moment de voir ton dossier, enfin voilà, il n'y avait pas de. Il y a pas eu il y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de. Sur cette étape-là particulière, t'as pas d'éléments particuliers à dire. Bon, là, c'est un peu mal fichu, ou. Bon, ça, par contre, t'es méga cool, le procureur, vachement sympa, j'ai pu m'entretenir avec lui. Quel regard, au stade même de l'admission, je sais pas, quel regard tu as sur cette étape-là, assez fondamentale? Est-ce que c'est facile de devenir expert? Est-ce que le contrôle, il est trop ledge? Au contraire, il est trop sévère? Oh, alors là, c'est un vaste débat.
Alors, c'est un vaste débat et dans ma discipline à moi, le fait il manque énormément de psychiatres, en tout cas sur une grande partie du territoire français, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont désignés en dehors des listes ou qui peuvent l'être sur les listes, mais pour lequel on peut quand même se questionner sur la façon dont les entretiens peuvent être menés, puisque finalement, des fois, ça renvoie souvent à des contre-expertises ou des nullités, par exemple, sur des procédures civiles. Puis ça pose la question globale de l'expertise psychiatrique, du sens de l'expertise psychiatrique, d'un débat plus global qui a alimenté l'actualité ces 15 dernières années. Hein. Ouais. Et même avant, enfin, je veux dire, l'expertise psychiatrique, ça a toujours été c'est un des axes majeurs dans le cadre d'un procès d'assises, mais même ailleurs en justice. C'est la personnalité et le contrôle de soi, c'est évidemment, voilà, c'est un axe de confrontation qui est absolument essentiel, bien sûr. Tu dirais que dans ton exercice, t'es pas mal fliqué. Enfin, comment ça se passe Tant qu'il n'y a pas de couac, donc peut-être un retour de nullité, etc., on te fiche la paix, etc., ou au contraire, t'as un petit peu, il y a des petites obligations, peut-être des formations complémentaires pour s'assurer que quand tu es inscrit près d'une cour d'appel, ben en gros, tu as un petit label qui dit bonjour, par définition, je suis à jour, je suis soumis à une certaine déontologie particulière, à un conseil qui fait que tous les mois ou tous les ans, j'ai dû accomplir tant d'obligations pour rester sur la liste. Non, tu as des obligations hein, pour être sur les listes. Déjà, quand tu t'inscris la première fois, tu as une période probatoire de 3 ans. Et après que tu as passé la période probatoire, c'est tous les 5 ans que tu dois redéposer un dossier. Ok. Qui est un peu plus léger, mais qui reste très conséquent. Et tu dois justifier, en fait, des formations que tu as faites. Normalement, tous les ans, tu dois faire des formations qui ont un lien avec l'aspect. Alors moi c'est médico-légal, mais j'ai envie de dire juridique, qui a un lien avec ta spécialité, pour justement te tenir au courant, pour prouver que voilà, tu es encore au jus de l'actualité et de la façon dont l'expertise doit se mener au cours des processus judiciaires. Okay. Et tous les ans, tu dois aussi déposer je perds mes mots, mais tu dois faire un inventaire du nombre de missions que tu as faites, les délais qui t'étaient impartis, quel est le délai, si tu as dépassé, pourquoi tu as dépassé. Et effectivement, quand on Ok, réutilise ta ouais, t'as candidature... quand même, t'es quand même, même au cas par cas, t'as quand même un contrôle, quoi. Ah oui, 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 non, il y a quand même un contrôle qui est fait. Hein, Non, mais t'aurais pu avoir une logique bon, ben ouais, tous les 5 ans, vous redéposez, on fera un check, mais d'ici là, tant qu'on nous a pas fait un rapport en nullité, vous laisse tranquille. Je poserai la non, question un jour à un magistrat, mais à mon avis, tant qu'il n'y a pas de couac, je ne vois pas pourquoi est-ce que la chancellerie viendrait fureter. Vous, dans votre cas, et en même temps, quelque part, c'est plus rassurant parce que vous êtes vraiment prééminent là-dessus, vous, non, c'est même sur chaque affaire, il y a une espèce de petit compte-rendu si jamais il y a un problème de délai ou de quoi. Alors oui, tu dois justifier. Alors moi, j'en fais beaucoup parce que il y a beaucoup d'expertise psychiatrique, mais à la fin de l'année, tu rends un tableau et tu dois le rendre tous les ans. Et je suppose, moi, je ne connais pas de gens à qui ça est arrivé, mais si jamais tu as des soucis, si jamais il y a un incident avec un avocat ou un magistrat, je pense que ça remonte à la cour d'appel au service des experts et que Ouais. ça peut amener à certains questionnements, effectivement. D'ailleurs, comment ça se passe? C'est quand un magistrat veut nommer un expert, il le nomme directement ou il y a quand même le filtre de ce que je vais appeler être la chambre des experts, le conseil des experts près de la cour d'appel? C'est un peu encadré, enfin, il y a quand même un organe. Ah, tu parles pour être inscrit sur les listes? Non, pour bonjour, ben voilà. Par exemple, je suis en expertise sur le plan civil ou dans le cadre d'une instruction. Moi, magistrat, je vais devoir nommer un expert. Est-ce que c'est le magistrat qui le contacte directement, il pioche sur la liste en disant ou est-ce qu'au contraire, comme ça peut avoir lieu quand on a affaire à une clause d'arbitrage dans un conflit commercial, etc., tu prends attache avec la chambre de conciliation d'arbitrage de ta région et c'est elle qui vient te dire ah ben lui il est dispo, on vous le propose. Est-ce qu'il y a un accès direct magistrat expert ou il y a un organe
Il y a un organe collégial au centre qui va plutôt faire des propositions en disant bah écoutez, on a, on a Monsieur Flaming qui est dispo. Flaminck. Vlaminck. Non, 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 c'est le magistrat qui désigne son expert, hein, qui D'accord. désigne l'expert judiciaire, pas son expert, mais qui désigne l'expert judiciaire en matière pénale. Alors, d'un point de vue très pratique, il y a plusieurs méthodes de faire. Généralement, c'est le greffier qui contacte en demandant est-ce que vous êtes disponible, ou la grande majorité des cas, et notamment quand tu es inscrit sur les listes, et on te balance l'émission, alors soit par des supports numériques type Plex, pour Ouais. ceux qui connaissent en matière pénale, soit en courrier, et puis tu reçois la mission, puis tu dois dire si tu acceptes, si tu refuses, et puis tu renvoies le formulaire au greffe. Des fois, les magistrats contactent personnellement l'expert quand il y a des contraintes ou quand ils veulent être sûrs que l'expert ne va pas leur renvoyer Mhm. la mission. Mais globalement, non, non, c'est les magistrats qui décident de l'expert qu'ils Et du nomment. coup, ça c'est intéressant, tu vois, c'est que on aurait pu penser avec un organe qui filtre, ça permettrait d'assurer nécessairement un turnover, parce que du coup, j'imagine que tu as certains magistrats qui doivent, d'excellentes raisons, mais te kiffer, dire bah lui, il fait du bon boulot, donc je le prends à chaque fois. Et quand un avocat pour X ou n'importe quelle autre partie, etc., en viendrait à critiquer ton boulot, hein, est-ce que toi, tu sens que des fois, même voilà, en toute objectivité, bon, c'est ce magistrat qui m'a nommé, bon, tu te sens plus à l'aise parce que tu as réussi à instaurer un climat de confiance qui est peut-être au-delà de ce que devrait être la stricte impartialité, mais bon, c'est quand même rassurant. Comment tu qualifies ça du coup? Alors, je vais répondre en deux temps à ta question. Le premier, c'est que de toute façon, en matière pénale, la contre-expertise est de droit. Donc, si un des avocats des parties n'est pas peut soulever des questions sur le premier rapport, la contre-expertise étant de droit, ça donne un deuxième avis. Et en matière civile, le code de procédure civile oblige à l'envoi de dire, dans le cadre d'un pré-rapport, où les avocats des parties peuvent faire valoir leur questionnement, ce à quoi l'expert doit répondre avant l'envoi du rapport définitif. Donc si ça soulève des questions, les avocats, normalement, ont la possibilité de pouvoir questionner l'expert sur le pré-rapport qui devra tenir compte de ces éléments et apporter des éléments de réponse dans le rapport définitif. Ouais, alors, Euh, ça, En théorie, c'est comme ça. ouais, en théorie, c'est comme ça. J'ai quand même déjà vu des dossiers, mais c'était plus en droit administratif où l'expert, boum, ça c'est mon rapport. Ok, Ah ok, oui, parce bon. que le droit administratif, sauf si c'est spécifié dans le... Je le sais parce que je suis également expert sur la Cour administrative de Nancy. Effectivement, le pré-rapport n'est pas de droit. Si ce n'est pas... C'est quand souvent, même un peu. le juge laisse à la discrétion de l'expert, ce qui est effectivement... Voilà. Ce qui est d'ailleurs un petit peu curieux parce que bah, quand même le contentieux administratif, bah, ça va toucher par exemple à toutes les fautes médicales. Pas pouvoir discuter de ça, c'est un petit peu chaud. Mais au-delà du garde-fou, du dire, etc., de la révocation, etc., c'est plus le rapport. Est-ce que toi, ça va être compliqué, tu vas pas trop pouvoir me répondre parce que surtout que c'est vachement personnel, mais est-ce que malgré tout, enfin, est-ce que l'impartialité du magistrat, du coup, elle ne dépend que de sa pratique? Est-ce que des fois tu t'es senti, ok, je suis nommé par ce magistrat-là, mais tu te sens pas trop à l'aise parce que je sais pas, est-ce que tu comprends? T'as un lien, puisque tu as un lien direct, tu as été nommé personnellement, t'es moins protégé que si ça avait été un organe qui avait dit non, on prend l'expert judiciaire tel quel, c'est lui qu'on. Tu vois où je veux en venir ou je m'exprime mal Alors moi, de. j'ai pas du tout cette sensation-là, et avec Ok. les collègues avec lesquels je bosse, c'est pas du tout une question enfin en tout cas qui a priori se pose à nous. Enfin voilà, nous les magistrats, il y en a beaucoup avec lesquels on bosse régulièrement, d'autres un peu moins régulièrement, mais je n'ai pas l'impression d'avoir ça change mon point de vue sur les dossiers. Enfin, Mhm. en plus, alors pour le coup, moi, je ne fais pas du tout d'assurance. Ok. Donc pour moi, je ne fais pas du tout d'assurance. Ça m'arrive de façon très exceptionnelle, j'ai dû en faire deux ces 10 dernières années, des expertises à titre privé.
Ce qui fait que pour moi, le cadre, c'est que l'expertise judiciaire. Il n'y a pas de porosité comme ça peut être le cas avec des médecins qui font de l'assurance, qui font de l'expertise judiciaire en même temps. Et ça peut soulever plein de questionnements. Donc Justement, pour ouais, certains, mais voilà, moi j'ai pas, c'est pas la question du lien avec le magistrat. J'ai pas, non, j'ai pas cette sensation-là. J'ai pas, ok, bah c'est rassurant. Non, mais voilà, c'est un sentiment. Parce que c'est important aussi que les auxiliaires de justice puissent se connaître, qu'il y ait un lien personnel. Moi-même, j'ai la chance d'être dans un barreau où il y a des rencontres assez fréquentes avocats, magistrats. Et donc, voilà, il y aurait des défauts de part et d'autre à être extrêmement cloisonné et au contraire, avoir ce rapport de proximité. Est-ce que, justement, au-delà de ce soupçon que du coup ta pratique permet de mettre de côté, est-ce qu'il y a un certain nombre de dossiers où tu as pu te dire ah, c'est quand même cool que j'ai pu établir une discussion avec le magistrat parce que peut-être que mon rapport était peut-être pas très clair là-dessus, et par le discours, la conversation, le dialogue que j'ai pu établir avec lui, ben, l'œuvre judiciaire en s'est trouvée améliorée. Alors, je vais répondre là aussi en deux temps. Juste rebondis parce que ça me vient en tête le fait d'avoir des bons rapports et d'avoir, on va dire, une relation de confiance avec les magistrats. Des fois, ça peut aussi, à contrario, tu me disais, ouais, est-ce que ça peut pas biaiser le travail, etc. Mais moi, je pense que ça peut justement le rendre plus intéressant et plus efficient. C'est-à-dire que quand il y a un lien de confiance avec un magistrat avec lequel tu bosses régulièrement, en tout cas, moi, comme ça, quand c'est comme ça, quand on me demande quelque chose et qu'on me dit, bah là, est-ce que tu peux pas le faire? J'ai une expertise urgente, je suis tenu, c'est un mineur, il est incarcéré, il faut que tu le vois enfin, faut que vous le voyez dans les 1 mois. Si c'est quelqu'un que je connais, que je sais que voilà, ça va pas être une expertise, enfin voilà, je sais que je vais avoir toutes les pièces, qu'on va me transmettre le dossier dans un délai raisonnable, je vais dire oui. Alors que Mhm. si on me contacte pas et qu'on me balance un dossier de 500 pages en me disant, faut le rendre dans 15 jours, bon, je vais être un peu, je vais me dire, ouais, non, mais là, c'est pas correct. Donc, je pense que ça peut aussi, le fait d'avoir des bons liens, quand on a une relation de confiance, ça peut aussi faciliter les choses. Le deuxième point, c'était, je me souviens plus la question. Non, mais tu voyais que tu avais un dialogue constructif avec ces Ah oui. magistrats. Après, c'est vrai qu'on a peu de dialogue, en fait, hein. C'est vrai que des fois, quand on a des dialogues, c'est quand il y a des points qui peuvent poser question. Là, récemment, j'ai appelé un magistrat parce qu'il m'a envoyé une mission il fallait que j'envoie plusieurs dans le dossier. Je me suis rendu compte, en ouvrant le dossier d'instruction et en regardant les rapports de l'UMJ pour la victime, qu'en fait, la victime, je l'avais suivie. C'est une victime que Ah j'avais ouais, suivie. conflit d'intérêt, ouais. Et voilà, et donc, bon, j'ai contacté le magistrat en lui disant, bah voilà, moi, je voudrais pas que ça pose un cas de nullité. Je vous dis que moi, j'ai pas de lien avec les personnes que vous me demandez d'expertiser, mais Mhm. j'ai suivi la victime. Je voudrais pas que ça amène à des discussions sur la forme. Bon, on en a discuté. Elle m'a dit, Ouais, bah, je vous normal. recontacte. Et ouais, non, effectivement, vaut mieux. Donc, j'ai renvoyé la mission en disant que c'était. Voilà. Donc, des fois, ça permet d'éclaircir certains points, de se dire, bon, bah voilà, est-ce que ça, c'est pertinent? Je rencontre telle difficulté avec telle personne. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, Ouais, c'est je mieux de comprends. discuter au téléphone qu'envoyer des mails et de se trouver avec des. Enfin voilà, Ok. ça permet. Le dialogue, c'est toujours mieux. Bon. Et ensuite, genre, termine. C'est vrai que je suis sensible à cette question-là. Mais par exemple, tu vois, j'ai une idée qui. Des fois, est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu aies des parties qui viennent contester euh, tes émoluments, ta rémunération au titre des diligences que tu avais pu accomplir? Alors non non pour deux raisons. La première, c'est parce que 85% de mon activité, allez, 80% de mon activité, allez, 75%, 75% de mon activité, c'est du pénal. Or, au pénal, Tarifé. beaucoup d'actes sont tarifés. Et donc, si tu veux dépasser, c'est un dépassement, tu fais un devis, c'est validé ou non par le magistrat, le parquet valide ou non, et puis de toute façon, une fois que c'est validé, tu ne peux pas débuter les opérations Mhm. d'expertise tant que c'est pas validé. Et si c'est validé, tu sais que, sauf si tu rends vraiment un travail catastrophique, ça amènera pas à conséquence, ce sera payé puisque c'est le trésor public qui a la charge. Ouais, c'est En plus au matière civil civile, administratif que j'ai en tête. voilà. Alors, en matière civile, globalement, il y a quand même des règles tacites. Chaque année, la cour d'appel dit bon bah voilà pour telle mission d'un TIAC ou pour tel machin, telle mission, il fixe des règles, ça ne doit pas dépasser 1200, 1500 euros. Bon, moi globalement, pour plein de raisons qu'on évoquera, je fais essentiellement des avis sapiteurs. Mhm. Donc moi, j'ai
pas trop ce souci-là, c'est-à-dire quand le médecin principal me demande, bah voilà, j'ai besoin d'un sapiteur, quel est ton tarif, je fais, bah voilà, il soumet, c'est validé et j'ai pas de problématique. Après, je Ouais. pars du principe que si tu fais un travail de qualité, on peut ne pas être d'accord sur le fond, mais après, ça, c'est à la cour d'en juger. Et voilà. Mais si tu respectes les règles, que tu entends les parties et que tu y réponds dans les dires, d'un point de vue très civil, après, le rapport d'expertise part au tribunal et après, c'est le Ouais, débat bien qui ne sûr. relève pas de l'expert, hein. Donc, Après, mais tu vois, après, donc, si tu fais n'importe quoi et que tu auras un rapport de 2 pages sur un dossier qui comprend 50 kilos enfin, voilà, effectivement, je comprends qu'effectivement, la consignation ou le paiement des honoraires de l'expert peut questionner. ouais, mais là, tu vois, on y retombe et ensuite on va passer à autre chose parce que c'est du spectral tout ça. Mais tu vois, tu me disais que tu avais un lien personnel, enfin en tout cas, il y a un lien direct magistrat-expert. J'imagine qu'il y a des magistrats qui, c'est pas qu'ils tombent à la bonne, c'est qu'ils ont une bonne expérience de toi. Et donc du coup, si jamais il venait y avoir pour X ou Y raison un couac, bah, tu vois, c'est celui qui te nomme qui est aussi en charge du contrôle. Moi, ça m'est déjà Ah, arrivé d'être dans une situation pas très très cool où effectivement un expert devant le tribunal, et on a gagné, hein, mais il avait complètement craqué son slip en mode, je crois que c'était 8 ou 9 000 balles pour 2 pages, mais vraiment le truc il était ahurissant. Mais dans une situation où t'es la main de la justice et au bout de la main, bah, il y a un bras. eh ben, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Je vais te donner un exemple très concret. Alors, je pourrais développer, mais pour être très clair, tu as énormément, là pareil, hein, du cadre pénal, tu as énormément d'infractions, notamment au cours de la garde à vue, qui obligent, pour lesquelles l'expertise psychiatrique est obligatoire. Oui, bien Tous sûr. les individus sous mesure de protection, tous les faits de nature sexuelle, ce qui couvre quand même déjà pas mal de choses. C'est la Et donc, petite du coup, nullité qu'on adore soulever, nous. Hein, donc, c'est le premier truc que tu j'ai check. Hein. Ouais, et donc du coup, le truc, c'est que tu te retrouves des fois avec des psychiatres qui font de la garde à vue un peu leur fonds de commerce et qui vont rendre des rapports, je sais pas si on peut appeler ça des rapports, mais tu vois, des fois, il y a tu causes des cases, discernement aboli, oui, non, altéré, oui, non, hospitalisation, oui, non, compatibilité, garde à vue. Et ça, c'est considéré comme un rapport d'expertise et qui, d'un point de vue, je te parlais des tarifs, en fait, va être payé au même prix qu'une expertise psychiatrique à l'instruction. Tu vas devoir analyser Ah des ouais. dossiers médicaux, le dossier d'instruction. Tu vas devoir te déplacer en prison pour voir le mise en examen. Enfin, donc oui, effectivement, il peut enfin voilà, je comprends. Et puis les conclusions sont pas les mêmes. Les conditions de garde à vue permettent pas une bonne appréhension de la problématique, de la personnalité du sujet, que quand tu vois quelqu'un dans d'autres conditions, en contrôle judiciaire, etc. Et quand tu as tout le dossier. Mais pourtant, et ça pose problème parce que tu as des types qui passent en comparution immédiate avec une expertise faite comme ça en garde à vue. Bah, je peux comprendre que ça soulève des questions à la justice, aux avocats, voire à la société. Ah oui, oui, et puis là, comme tu disais, ben, dans le cadre d'une instruction judiciaire, la contre-expertise est de droit, mais alors en comparution immédiate, tu peux te gratter gentiment. Hein. Et tu as effectivement des problématiques où bah, tu l'as dans le baba. Et même d'ailleurs, c'est assez chaud parce que pour rentrer vraiment dans le vif, comparution immédiate, tu peux demander un délai. Et donc là, on va enclencher un débat sur qu'est-ce qu'on fait de toi pendant ce temps. Et généralement, sauf situation particulière, ça peut aboutir à une détention provisoire. La détention provisoire, elle peut être rentable si on t'accorde parallèlement une véritable expertise psychiatrique. Sauf que on peut, comme c'est répondu dans le même temps, on peut te dire d'accord pour le délai, on vous met en détention provisoire, par contre l'expertise psychiatrique, vous la mettez où on pense, et là du coup, bah, ton client, il va se manger 15 à 20 jours, alors que s'il faut, de base, la compas se prêtait pas forcément à une peine d'emprisonnement ferme, quoi. Enfin bon, il y a quand même, Mmh. tu vois, il y a un droit d'entrée. Elle coûte cher, quoi, le risque juste de demander une expertise psychiatrique. Alors que on est sur, évidemment, la question autour du discernement. Bah, tu fais pas de droit si jamais tu te poses. Il n'y a pas plus prégnant comme élément factuel au pénal.
y a pas que cette question-là, hein. Tu as aussi toute la question des soins pénalement ordonnés, et notamment de la jonction de soins. Bien sûr, ça Euh, aide Parce énormément qu'en fait, à définir la peine ouais, après. sans expertise, en fait, les juridictions de jugement, l'injonction de soins depuis 2007, elle peut aussi être ordonnée par le juge d'application des peines, mais l'injonction de soins ne peut pas être ordonnée sans une expertise psychiatrique. Or, tu as quand même beaucoup d'infractions où je peux comprendre que les tribunaux se demandent est-ce que une injonction de soins ne serait pas nécessaire. Par exemple, quand il y a de l'alcool ou des stupes en jeu, ou enfin, des choses comme ça. Ah ouais. Après, Après, généralement, ouais, ils le mettent le plus souvent dans le cadre d'un sursis mis à l'épreuve avec obligation de soins. oui. Mais du coup, je sais pas si. Mais ouais, ils font ce truchement-là parce que c'est vrai que la comparution immédiate, même c'est toutes ces garanties-là, comment dirais-je, auxiliaires, elles gênent l'état d'esprit de ce mode de répression qui peut avoir ses qualités, mais même quand tu te demandes un délai, on te regarde, on fait bon, on était tous les quatre là avec le procureur, on était chaud là pour le prendre là, le dossier. T'étais juste chiant là avec ta demande de délai là on était bon. Donc tu vois, ça vient alors que ça devrait pas fonctionner comme ça. C'est la règle. Normalement, on devrait toujours se dire, c'est l'exception, c'est de ne pas demander de délai. C'est d'estimer que le dossier est en état d'être jugé. Mais Et je vais même donner de l'eau à ton moulin et je vais sortir de la fonction expert judiciaire. Il s'avère que moi, je travaille dans une maison d'arrêt. Je suis médecin dans une maison d'arrêt. Et souvent, je discute avec les patients que je suis, et notamment quand ils veulent faire appel. hmm. Et notamment quand c'est des infractions dont la peine encourue est relativement courte, et on discute, et je dis, bah ouais, bah moi, je fais pas appel. Parce que de toute façon, je vais être aménageable. Si je fais appel, je risque de faire plus de prison que ce que j'aurais encouru. Donc finalement, je ne fais pas appel parce que je sortirai plus tôt que la date d'audiencement de mon appel. Ah mais oui, mais Bon. oui. Non mais Donc, oui, 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 j'ai eu des trucs aussi scandaleux comme ça où tu pars en ferme, on te laisse la possibilité d'avoir un bracelet, on te file une audience devant le tribunal d'application des peines justement pour avoir un bracelet, on te dit que ton dossier est irrecevable parce que le conseiller le, le conseiller d'insertion et de probation n'a pas vérifié un truc, il n'y avait que lui qui pouvait le vérifier. Bon, on te dit, bah, du coup, c'est ciao, et avant que tu aies une nouvelle date, bah, tu es déjà sorti. Et donc, tu as fait 4 mois de prison. Alors que tu aurais pu en faire largement les 2 tiers à domicile. Tu avais toutes les garanties pour. Bon, bah c'est. Oui, bah oui. Et ben d'ailleurs, on peut peut-être commencer par ça. Maintenant qu'on a un petit peu plus cerné ton rapport à la justice, etc. Quel regard, positif ou négatif, il n'y a pas forcément que du mauvais, tu as sur l'expertise judiciaire en général? Est-ce que vous êtes traité dans de bonnes conditions? Comment ça s'effectue l'exercice d'une manière générale? Est-ce que c'est un exercice que tu trouves? Est-ce qu'on te permet de bien bosser en fait? T'as les conditions. Bon, tu vas me répondre que c'est au cas par cas. Mais est-ce que euh, c'est vaste comme question, c'est très très vaste. Alors, là encore, je vais scinder à la question de ça la me va, procédure hein, civile et Sinde? la procédure. C'est vraiment deux façons de faire de l'expertise qui sont quand même très distinctes, hein, le civil et le pénal. Si je prends le pénal, Ça va plus être dans le globalement, pénal, ouais, hein. il y a quand même des points positifs, c'est-à-dire que la numérisation. Alors, après, à l'hôpital public, c'est comme à la justice, c'est comme les services publics, hein. Je veux dire, il y a des problèmes avec les ordinateurs, etc., etc. Mais globalement, je veux dire, c'est quand même très confortable. Alors, je ne parle pas de la garde à vue ou du préliminaire, c'est un peu à part, mais je veux dire à l'instruction, par exemple, ou même en application des peines. Quand on te demande de voir quelqu'un, tu as le dossier, c'est informatisé, tu n'as pas besoin de fouiller, tout est répertorié dans un inventaire, tu sais, si tu cherches la toxico, tu cliques, tac, tac, tac. Enfin, ça, c'est Ok. vraiment, c'est quand même des bonnes conditions. Ça doit être relativement Les... récent, ça, non? Oh, Plex, ça fait. Alors, les avocats, il y avait accès depuis quelques années. Là, c'est développé, je crois, depuis 2 ans pour les experts. Après, Après, je le vois souvent, le depuis le dossier. Covid, hein. Ouais, voilà, depuis le Covid. Après, les experts, moi, depuis 2016, depuis que je suis inscrit, j'ai toujours su l'intégralité du dossier d'instruction sur des CD. Alors, Ok. maintenant, c'est un peu compliqué pour les lire. Mais voilà, le fait d'avoir toutes les pièces, c'est quand même très confortable. Et globalement, notamment à l'instruction, à l'application des peines, quand tu as un greffier par magistrat, tu as quand même un interlocuteur. Donc, quand tu as des difficultés, quand tu as des questionnements, etc., voilà, les greffiers sont quand même
très disponibles, c'est quand même très agréable de Ok. pouvoir travailler avec eux. Donc voilà. Après, il y a la question des frais de justice. Alors, c'est vrai que le développement de la plateforme Chorus, qui est un gros truc qui gère tous les frais de l'État, pas que les frais de justice. L'avantage, c'est qu'au moins, quand tu déposes ton mémoire, alors oui, tu sais pas quand tu seras payé, mais au moins, tu sais où il en est, tu sais où est ton mémoire et tu sais quel est son suivi. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour faire de l'expertise au Luxembourg. T'envoies ta facture, tu sais pas ce qui en devient, c'est taxé par le magistrat, puis après, ça part dans les limbes du ministère, dans un bureau divers. Alors, tu sais pas quand tu seras payé, tu sais même pas où est ta facture. Donc, oui, Chorus, il y a la question des frais de justice qui sont liés en fait finalement au budget qui sont alloués par la chancellerie. Ça, c'est aussi un autre débat. Ça rejoint le débat des tarifs des expertises, de la qualité des expertises, etc. Mais au moins, Chorus a le mérite de pouvoir savoir où tu en es, où est ton mémoire, et de pouvoir le suivre, quoi. Ok. Après, les points négatifs, oui, c'est la question du délai de traitement des expertises. C'est la question dans beaucoup de juridictions qui sont en souffrance, la chaîne de traçabilité du paiement fait que quand la personne n'est pas là dans le tribunal judiciaire, au fin fond de la Creuse, je sais pas où, ben, si elle n'est pas là, c'est pas remplacé, donc ton mémoire, il est en souffrance, il n'est pas traité. Tu es payé un an et demi plus tard. Ah ouais. Donc oui, ça c'est... Ah ouais, ouais, ouais. Moi, Ouais, bah, là, oui, j'ai bah, un... l'aide juridictionnelle, quoi. C'était comme nous. Moi, je deviens fou. J'ai une expertise sur intérêt civil. Ça va faire un an et demi que j'ai rendu le rapport. Alors, un peu plus d'un an que j'ai rendu le rapport. Bah, je suis toujours pas payé. Parce que c'est de l'aide juridictionnelle, parce qu'il faut... C'est marrant, t'as les mêmes problématiques que nous. Ah oui, sauf que tu me dis si je me trompe, vous avez le barreau en tout qui peut vous aider ou qui peut anticiper les frais, je crois. Alors, on a l'AJ Garantie qui a été instaurée il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Mais ça marche pas pour tout, hein. Ça marche en comparution immédiate. Mais en gros, non, tu es commis d'office sur un dossier pénal et qui va se poursuivre ensuite en intérêt civil pendant 1 an, 2 ans ou quoi. Et ton attestation de fin de mission sera quand le jugement sera rendu. Si on pense à te faire l'attestation de fin de mission, hein, parce que c'est un tout petit truc, mais Ouais. c'est tellement. Ils sont tellement sous l'eau que l'attestation de fin de mission, et puis au final, au bout d'un an, 2 ans, ça a presque plus de sens parce que t'es payé 400 balles, quoi, pour une procédure en correctionnel. Ça dépend lesquelles, Ouais, bah, mais c'est le même problème. C'est le même problème. ouais, ça mériterait d'être un peu numérisé tout ça, mais bon. Ouais. Donc, Nous, on est encore au papier, quoi, donc hein. c'est vrai que c'est quand même une problématique. Et puis, c'est vrai que du coup, ça engendre pas les vocations, quoi. Ouais, bah, ouais, tu dirais ouais, que du coup, ouais, depuis 2016, c'est toujours la galère dans ton ressort. Y a pas beaucoup d'experts. Ouais. Après c'est pareil, on revient à la question que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que je pense que quand les juridictions se rendent compte qu'ils ont des personnes sur lesquelles, alors peut-être hein, que je me trompe, sur lesquelles ils peuvent compter, je pense que aussi, voilà, peut-être qu'ils organisent aussi les budgets pour que les experts les plus sollicités puissent potentiellement, enfin, voilà, il y a une attention vigilance, parce que s'il n'y a plus personne, il n'y a plus personne, hein. D'ailleurs, j'ai des collègues, il y a eu plusieurs tentatives de réforme de l'expertise et du statut de l'expert ces dernières années. Moi, j'ai pas mal de collègues qui ont arrêté, qui ont demandé à être radiés des listes et qui ne font plus d'experts judiciaires et qui, du coup, ne travaillent que pour des assurances. Parce que très clairement, quand tu fais une expertise civile et que tu es envoyé, que tu es le médecin de recours de l'assurance, tu sais d'emblée que tu prendras 1 300 euros. Des fois, l'expert judiciaire ne prend même pas la moitié, ou à peine Ouais, la moitié. justement, ouais, j'allais avoir tôt ou tard une question. Comment ouais, tu te distingues de ceux qui sont experts d'assurance? Ah bah, l'expert d'assurance, il y a un lien contractuel. Alors qu'un lien contractuel avec une des parties, ça biaise forcément le rapport Forcément. qu'il va avoir au moment des opérations d'expertise. Donc, a été annulé parce qu'il y avait un problème avec l'expert qui n'était pas inscrit sur les listes. Donc, une des parties m'envoie tout un tas de commentaires sur les anciennes expertises en me disant bah voilà, notre expert il dit que tac, 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 tac. Mhm. Oui, mais votre médecin il dit ça parce qu'il est aussi. Il y a un lien contractuel, quoi. Mais tu le Il vois rappelle. souvent, ça, des cas où tu te dis, bof, de ton expérience, dès qu'il y a un expert d'assurance, tu vas dire quoi? Que les 2 tiers de ces dossiers-là, ils sont écrits avec partialité ou au contraire, bon, il y a quand même. Non, il y a des dossiers dans lesquels tu peux discuter et où d'ailleurs c'est pertinent.
t'as des médecins de recours, alors soit d'assurance, soit du fonds de garantie, soit le médecin de recours de la victime, pour lequel on peut avoir une discussion, on peut ne pas être d'accord, Mhm. mais tu entends. D'ailleurs, ça m'arrive, hein, des fois on m'envoie des commentaires dans les dires, ou on m'envoie des pièces complémentaires dans les dires, et où je me dis, bon, bah effectivement, ce poste de préjudice, je l'ai peut-être trop surestimé par rapport aux arguments qu'on m'apporte, on peut le modifier. On peut amener discussion. Après, il y a souvent des choses. Ouais, je vais pas pouvoir. Non, mais voilà, mais Ouais, mais des t'as fois, un les petit gens. réflexe humain. Tu te dis, c'est pas un Ouais, mais des avocat, mais fois, tu pas as loin, vraiment quoi. l'impression, par exemple, le fonds de garantie, c'est quand même un fonds qui est là pour garantir enfin, le préjudice des victimes. C'est pas une assurance. Et souvent, les médecins qui représentent le fonds de garantie, on a l'impression que le fonds de garantie, c'est leur propre argent, leur propre denier. Et donc, d'emblée, c'est très. Tu as l'impression que d'emblée, c'est tac, 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 et on va tout mettre en avant pour vraiment plomber le dossier. Enfin, moi, c'est vraiment, j'en fais pas énormément, mais d'emblée, je sais que déjà, bon, bah, y a la discussion cohérente et confraternelle et l'échange qu'on devrait avoir, en fait, c'est le but des opérations d'expertise. On sait que déjà, ça va être très compliqué hein, avec Ah, certaines mais c'est parties. intéressant. C'est intéressant parce que j'ai le sentiment d'avoir. Vraiment, je fais un parallèle évident avec des confrères et des consoeurs, quoi, avec qui je vais. Même si on est opposés, on va avoir un travail enrichissant d'opposition, mais qui va être dans un aspect constructif. Et de l'autre, eh ben, il y en a avec qui tu peux pas bosser, en fait. Enfin, où tu sais que tu vas partir au carton parce que ils veulent y aller. Donc, Alors, il faut rester neutre, hein, il faut rester neutre. Voilà, moi, il y a pas de difficulté, mais je sais que je sais d'emblée que dans certains dossiers, je sais qu'il y aura, voilà, ça va être, voire des fois, il faut faire un peu l'arbitre parce que le médecin de recours va être un peu virulent hmm. avec la victime et que on n'est pas là pour refaire le procès, hein. Le procès. Là, je parle par exemple dans une procédure sur intérêt civil dans les suites d'un procès pénal. On n'est pas là pour mettre à mal la victime. Il faut quand même rester humain, on n'est pas non plus. Il y a eu un cas là comme ça, bah, évidemment, évidemment, je te demande absolument pas de me citer des noms, hein, mais il y a eu des cas où tu as vraiment où tu as vraiment dû presque t'interposer pour défendre un peu enfin, pas pour défendre les intérêts de la victime, mais presque, wow, ou presque, on en parle souvent au pénal, du victim bashing. Peut-être alors, je sais pas si en psychiatrie ça joue tellement, mais j'imagine Si, si, si. qu'une personne qui a pu faire l'objet, par exemple, qui a été victime de délinquance sexuelle, bon, tu dois avoir un salopard en face qui dit ouais, mais vous avez vu comment elle était. Enfin, oui, tu vois très bien où je veux aller. Oui. Après, pour reprendre certains de mes collègues, oui. Après, je suis un peu rigide et j'ai un mode de fonctionnement assez obsessionnel. Donc, quand je guide, les gens voient que voilà, je suis assez carré. Donc ça évite les débordements et c'est un peu pareil quand on échange, quand on fait des échanges, il faut que ce qu'on échange a un lien avec ce qu'on fait. Mhm. Et puis on reste courtois, quoi. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de dire bon non, là on sort du sujet ou j'entends ce que vous me dites, mais j'entends ce que vous dites à la personne de l'autre côté du bureau, mais bon, faut quand même qu'on reste courtois dans les deux sens, hein. Alors en matière pénale, il n'y a pas trop de problèmes, mais c'est vrai en matière administrative ou civile, surtout quand il y a des enjeux très très importants, ça peut être un peu compliqué, hein. Là, récemment, il y a pas très longtemps, j'ai eu un gros dossier où étaient mis en cause plusieurs hôpitaux. Donc il y avait 12 parties autour de la table, enfin 12 personnes autour de la table. Bon, c'est quand même, voilà, faut, 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 12 faut, faut parties, le quand même rassureur, leur respecter le temps de avocat. parole de chacun. Hein? 12 parties, les assureurs, les avocats. Ah, pas 12 parties, mais il y avait 12 personnes, il y avait 4 hôpitaux, chaque hôpital avait D'accord. envoyé son avocat, chaque avocat avait le médecin de recours, il y avait la victime avec son avocat, son médecin de recours et son conjoint, enfin je sais plus, on était une douzaine, enfin ça fait du monde autour de la table, faut savoir un peu mener la barque, quoi, parce que sinon ça va vite fait enfin Et voilà, ça, on te l'apprend pas, en fait. C'est pas dans ton Ah, boulot ça on te l'apprend habituel. pas. Ça c'est un peu déroutant, hein. Moi j'ai appris des trucs, je me suis fait avoir une fois, je me ferai plus avoir. Ah, du Par genre, exemple, ah, je veux du dos. T'as eu ah, quoi je me suis fait avoir. Ça m'intéresse. bah, par exemple, quand j'envoie la convocation au parti, je leur dis, bah voilà, vous m'envoyez.
les pièces avant telle date et vous envoyez une copie aux autres parties pour que tout le monde ait les Normal. pièces. Normal. Sauf que 4 jours avant la date de l'expertise, je reçois je ne sais pas combien de dizaines de pages de l'avocat de la victime. Et là, je l'appelle et je lui dis écoutez, moi je suis désolé, mais vous m'envoyez des pièces en dehors des délais. En plus, 4 jours avant, non, je crois que c'était même 2 jours avant. Je lui fais écoutez, moi 2 jours avant, j'aurai pas le temps de voir les pièces. Je suis pas sûr que vos confrères auront le temps de les étudier. On en parle en début d'ouverture des opérations d'expertise, mais je vous dis que si vos collègues disent non, on n'en veut pas, moi personnellement, je serais plutôt d'accord de dire on n'en tient pas compte. Bon, le truc, c'est qu'on ouvre les opérations d'expertise, c'est le fameux dossier avec les 4 hôpitaux et où on est. T'as marqué celui-là. Donc tout le monde dit bon, non, pas de problème. Bon, je dis pas de problème, je les avais quand même regardés, il y avait des éléments quand même intéressants, il y avait un scanner cérébral. Bon, c'est quand même intéressant de les avoir, donc pas de problème. Donc on passe les opérations d'expertise, etc., etc. Je donne un délai pour les dire, et puis au moment des dires, les autres parties m'envoient plein de pièces. Et quand je dis plein de pièces. Et alors là, j'étais bien emmerdé. Parce que j'avais ouvert la porte, j'avais dit, j'avais accepté. On me donne des pièces 2 jours avant l'expertise, je peux pas dire aux autres, attendez les gars, vous déconnez, vous m'envoyez un dossier complet, c'est des dires, hein, c'est pas, on refait pas l'expertise. Mais je pouvais pas leur dire, non, je tiens pas compte de vos pièces, on a accepté, donc oui. Donc du coup, j'ai accepté qu'on me verse, durant les dires, on verse toutes ces pièces. Donc du coup, ça a été quand même, chacun s'envoie c'était échange de mails avec tout le monde en copie. Enfin, c'était un truc. Non, la date, c'est la date. Les dires, c'est pas fait pour s'échanger des pièces. Et maintenant, tu fais quoi tu le précises d'emblée et t'es ferme là-dessus? Oui, mais je me suis fait avoir. Les avocats, je pense qu'ils ont. Puis je pense que c'était le rôle aussi de dire bon ben voilà, vous avez ouvert la porte. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de mettre au débat certaines pièces? Je me suis fait avoir une fois. Enfin, après, je sais pas quel est ton point de vue. Je ne me ferai pas avoir 2 fois. Non, en fait, la question, c'est des fois qu'on puisse communiquer des pièces en cas de dire. Dans ma conception du truc, c'est permis si la question est apparue au cours des opérations. C'est en débattant. Bon, l'hypothèse est assez résiduelle. Ben, si c'est pas le Là, cas, c'était pas le cas parce que très, très clairement, c'était pour noyer et perdre l'expert. ouais, mais non, parce qu'en fait, il y a le principe du contradictoire, il n'est pas absolu. C'est le simple fait d'avoir été appelé, ça suffit. Et ta situation où tu dis, ben voilà, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, on la connaît. C'est le principe de la mise en état des dossiers. Hein, Oui, oui. on le sait très bien. Et même la mise en état te donne une date, mais si jamais en gros tu conclus vraiment dans les temps, mais au dernier moment, tu peux avoir un juge qui te dit non, mais c'est mort, qui peut te taper dessus. Donc on connaît l'application de la règle par d'autres acteurs de la justice. Il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas au stade de l'expertise. Alors, je suis d'accord avec toi. Je tempérerai en 2 axes, en 2 plans. Le premier, c'est que après, il ne faut pas être idiot. Effectivement, si on t'envoie des pièces, si c'est un intérêt, c'est ce que je disais. Pour moi, les pièces, ils avaient un intérêt clinique. Ça aurait été complètement con de dire on n'en tient pas compte alors qu'il y a un intérêt pour l'expertise. Après, ça renvoie à autre chose, c'est-à-dire que c'est quand même très régulier. Alors, je peux comprendre, notamment les avocats qui bossent tout seuls et pas dans des gros cabinets. Mais quand on t'envoie, quand tu donnes la date de l'expertise 4 mois avant et qu'on t'envoie les pièces le soir à 23h pour l'expertise, le lendemain à Bah non, 8h30, bah non. Bah euh, non. moi déjà d'emblée, tu vois, ça me. Voilà, je me dis, Malheureusement, bon, tu vois, ouais, évidemment que la logique voudrait permettre de faire du cas par cas, etc. Mais pour quelques, là, je tape sur la profession, et pour quelques indélicats confrères et consoeurs, ben on paye tous. Et ben c'est le principe de, si tout le monde était gentil, il y aurait pas de loi, hein. Si on ouais, s'en ouais. si on s'en tenait au principe de la Déclaration des droits de l'homme, soyez sympas entre vous, y a pas de souci, hein. Mais bon, ben on est obligé de réglementer parce qu'il y en a toujours un qui tire, et ça crée au-delà de ça des mauvaises relations. Au-delà de la norme, pas sûr que ça te crée des super rapports avec ton expert. Et dans l'approche qu'on a quand même de l'expertise, l'expert, on n'a pas trop envie de lui souffler dans les narines. Après, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que c'est pour ça que je t'ai repris dès le départ, c'est-à-dire que les gens n'ont pas souvent conscience, même les greffiers ou certains magistrats, des fois ils pensent que on est salarié de la justice et qu'on fait que ça, mais non. En fait, on a une activité. Moi, je suis médecin dans la vraie vie.
Donc, Donc, ouais, j'ai des patients à voir, j'ai d'autres choses à faire. Et donc, quand on t'envoie les pièces, non, l'expertise n'est pas mon travail. Quand on me dit, bah oui, c'est à vous de faire tel truc, notamment les attestations de mission, ça pour moi, c'est un truc qui a tendance à me fâcher. Et moi, j'estime que c'est pas à moi de faire les attestations de mission, c'est au greffier de me la faire. Parce que non, non, moi, je suis un collaborateur occasionnel du service public. Je suis pas un prestataire qui vous envoie la facture, vous mettez un coup de tampon et vous me le renvoyez. Donc, ouais, il y a cette conscience aussi que nous, à côté, on a une activité et que l'expertise, elle est censée être en plus. Donc, on a des contraintes qui sont autres que ceux de l'expertise. Même si j'entends ce que tu me dis. Après, il y a beaucoup d'avocats pour lesquels j'ai plutôt des bons retours et qui sont plutôt a priori, hein, je peux me tromper, hein, et quand je les croise sur les marques du palais de justice, ils sont plutôt contents quand c'est moi qui suis nommé dans leur dossier. Donc, Ah. Mais bon, justement, c'est là, qu'on je peut quand voulais même. qu'on aborde un petit peu tes rapports avec. T'as des souvenirs, t'as des moments où tu te dis, ah, quand même, là, l'avocat, là, heureusement qu'il était là. Et au contraire, bon, mais tu vas m'en donner un exemple, au contraire, où l'avocat, il t'a un peu sabordé le dossier. Mais bon, je pense que ça revient à peut-être le cas que tu viens d'évoquer. Mais est-ce que tu as des anecdotes un peu concrètes qui nous permettent de mieux appréhender le travail de l'expertise judiciaire? Tu as eu des cas où tu as eu des belles rencontres dans le cadre de l'avocature et ensuite on élargira peut-être Ah le ouais, spectre. alors, il, s'a- il s'avère que ma belle-sœur est avocate. Et donc, on a des Bonjour discussions consoeur. familiales régulières, alors souvent des points d'accord, quelquefois des points de désaccord. Ça mène à des discussions marrantes dans des soirées de famille. Mais sur le plan plus professionnel, oui, 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 des fois, oui, alors par exemple, tu vois, ben là on en revient à la question du délai d'audiencement, c'est-à-dire que tu fais une expertise, là actuellement, tu vois, par exemple, on est en 2024, je suis passé aux assises il y a quelques temps pour une expertise de 2018. Ah Sauf ouais. qu'entre ouais, parce que fait qui date des années 90, parce que personne sous contrôle judiciaire, donc pas prioritaire par rapport aux détenus sur le rôle, donc forcément plus Covid, qui a eu quand même un impact. Ah ouais. Donc du coup, l'expertise que j'ai faite en 2018, déjà, j'ai plus la même façon de fonctionner que maintenant. Il y a des choses que je creuse plus parce que j'ai pris en expérience aussi. Et puis aussi parce que la personne, entre 2018 et le moment où elle passe aux assises, elle a changé. Et donc son avocat avait demandé un supplément d'information avant qu'il passe aux assises pour mettre en avant justement le fait qu'il y avait des choses qui avaient bougé dans sa vie, en argumentant dans sa demande au président un certain nombre de points sur les soins qui avaient été mis en place, etc. etc. Mhm. Et donc j'ai dû revoir la personne, donc l'accusé, je ne sais plus, un mois avant le procès. Et alors, ça ne changeait pas la question de fond de sa responsabilité pénale, mais ce qu'il questionnait, c'était surtout la notion de la dangerosité. Et effectivement, le point de vue que j'ai pu avoir, enfin, c'était pas 2024, c'était fin d'année 2023, l'évaluation de sa dangerosité fin d'année 2023 comparé à ce qui avait été évalué en 2018, ne retrouvait pas forcément les mêmes facteurs pronostiques. Il y avait des choses qui avaient nettement évolué, notamment vis-à-vis des toxiques. Et donc, effectivement, le fait que l'avocat ait soulevé et demandé cette expertise complémentaire avant le procès, ça a forcément eu un Ouais. impact, je pense, hein, sur les débats, sur la sanction, sur les mesures de sûreté potentielles, etc. etc. Tu Ou des d'ailleurs, on fois, tu as parle. ouais, tu as Pardon, des vas-y. demandes de complément, t'as des demandes de complément d'expertise aussi à l'instruction qui des fois sont pertinents parce que des fois tu ne vois pas où tu n'as pas forcément vu certaines choses et où l'avocat soulève certaines questions. Alors des fois tu te dis bon, moi je vois pas l'intérêt, mais ça te permet de développer la réponse. Puis après c'est à l'avocat et à la cour de trancher, hein. Bon, ça Mhm. permet d'alimenter le débat, oui. Est-ce que, justement, on parle le rapport avocat-expert, nous, évidemment, il y a un truc qui est entre nous, c'est le fameux barème borné, c'est la nomenclature d'un TIAC, où dès que tu vas donner une évaluation souffrance endurée, même psychologique, de 1 à 7, on sait qu'il y a un chiffrage qui est lié. Quel regard tu tires sur ce barème? Bon, alors toi, t'as toujours vécu avec, hein, parce qu'en 2016, il était déjà appliqué. Euh, mais tu trouves que l'outil, il est performant, il mériterait peut-être de dépoussiérer ou t'en tires quand même quelques critiques qui méritent, ben, je sais pas, comment...
Alors, tu as des postes de préjudice pour lesquels l'évaluation est quand même beaucoup moins poreuse que pour d'autres. J'ai parlé par exemple des déficits fonctionnels permanents. Mhm. Alors, le barème vaut ce qu'il vaut, hein, mais si tu te fixes sur le dernier barème du concours médical, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne quand même des repères en fonction de symptômes cliniques qui te permettent de donner des fourchettes qui sont assez carrées. Alors après, c'est souvent la discussion, oui, mais non, il n'y a pas tel signe, donc c'est moins, c'est plus, etc. Voilà, mais au moins, tu as des choses qui sont plus ou moins normées. Une fois que Ouais, tu constates un élément clinique, un déficit de flexion du bras, etc. Voilà. Après, tu as certains postes, comme les souffrances ont duré, où c'est beaucoup plus à l'appréciation de l'expert. Et en fonction de l'expert sur lequel tu vas tomber, ben, les souffrances en durée, elles vont pas être les mêmes. mhm. Alors forcément, ça peut, sur un demi-point, ça va pas forcément jouer grand-chose. Mais sur des postes de préjudice, parce que tu n'as pas que les souffrances en durée qui sont évaluées de 1 à 7, ça peut avoir un impact. Mhm. Ce qui Oui, oui, permet esthétique, temporaire. Enfin, ouais, bien sûr. voilà. Un Voilà. autre Ce qui poste. permet de restreindre ça, c'est souvent quand tu as un sapiteur, parce que quand tu as un sapiteur, bah, la discussion, elle se fait à deux. L'expert principal, l'expert Ouais, bien nommé et le sûr. sapiteur. Et puis la Ouais, discussion, c'est le elle se fait. contradictoire qui va être un peu le gage, quoi. Bah, bon, pas le gage, mais disons que, alors moi, c'est souvent le cas pour les faits de viol, très clairement, c'est les médecins légistes qui sont nommés pour faire l'expertise sur intérêt civil. Mais le médecin légiste, quand il y a des faits de viol ou quand il y a eu un suivi psychiatrique, souvent il demande un avis sapiteur. Et globalement, l'expertise, elle est pas c'est pas le domaine du dommage corporel du vivant, c'est Mhm. l'aspect psychologique qui est évalué. Donc on en discute ensemble et ensemble on a notre avis et on le soumet après dans le pré-rapport et on entend ce qui est dit. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins ça peut être beaucoup plus poreux sur le plan de l'échelle d'évaluation. Tu peux avoir sur un même fait, si tu prends sans expert, je pense que tu Mhm. auras tu vas avoir beaucoup plus de marge de manœuvre sur des souffrances endurées, une marge beaucoup plus importante que sur un DFP par exemple. Ok. Ok. Bon, mais au global, voilà, t'es quand même. Heureusement qu'il y a cet outil. Et. Bah, ça a permis quand même de cadrer les choses, hein. Tu fonctionnes poste par poste. Après, la grosse problématique qu'on a, c'est tout particulièrement dans ma spécialité, là je l'ai eu récemment dans une expertise, c'est que un type qui a un accident de la route, qui a les deux jambes cassées, tu as des choses qui sont très factuelles. Il a les deux jambes cassées, il y a un scanner, il y a une radio, on sait que le temps de réhab, c'est tant de temps, que voilà, tu t'appuies sur des éléments qui sont très factuels, objectifs et lisibles, et qui sont Mhm. difficilement contestables. Une fracture déplacée de l'humérus ou du tibia, elle est déplacée, le médecin de recours de l'assurance ou de la victime, elle pourra difficilement contester. L'angle de torsion d'un os, c'est pareil, c'est des choses qui sont très factuelles. Alors qu'en psychiatrie, là j'ai eu le cas récemment, c'est très compliqué, où oui, bah, les troubles du sommeil, bah, prouvez-moi qu'il y a des troubles du sommeil. Ah Il y a ouais, un ouais. préjudice sexuel, bah, prouvez-moi qu'il y a un préjudice sexuel. Oui, ça se base sur l'aspect déclaratif, mais il n'y a pas que l'aspect déclaratif. Oui, vous dites qu'elle a pris du poids, mais qu'est-ce qui nous dit que la prise de poids, c'est lié au dommage, au fait générateur. Bah, parce que c'est une jeune femme qui, pendant 30 ans, a toujours été fine, elle n'a jamais pris de traitement, et il n'y a pas d'état antérieur, et qu'à partir du moment où il y a le fait générateur, elle se retrouve avec des antidépresseurs, qu'elle prend 40 kilos, et que les 40 kilos, ben oui, c'est un des effets secondaires retrouvés dans la notice du médicament, et que les troubles anxieux peuvent faire prendre du poids, etc., etc. Oui, mais vous n'avez pas de preuves. Ah ouais, mais Ouais, mais au bout si d'un moment, demain c'est intime conviction, hein, à la fin des fins. oui, et c'est là où des fois ça peut être, ouais, effectivement, c'est la problème de la neurologie et de la psychiatrie, c'est que des fois on n'a pas de choses qui s'appuient sur un examen factuel, et ça Hmm, peut être très compliqué à faire comprendre à, à certaines parties. je comprends. Tu m'avais laissé jusqu'à 13h30. Là, vraiment, il y a un truc. Est-ce que tu as eu des rencontres avec des. Ben, c'est quand même des patients, même si c'est dans le cadre d'une expertise judiciaire. Des rencontres qui t'ont marqué, mais genre, ça a été, je vais pas dire des virages dans ta vie, mais peut-être dans ton exercice professionnel, que ça soit avec des types d'une dangerosité, mais voilà, t'as touché ce que d'aucuns pourraient qualifier de monstre, même si évidemment
Le monstre au sens clinique, il est créé, c'est celui qu'on montre, ce sont les autres qui créent le monstre. Et d'autres cas, au contraire, tu as eu des rencontres d'une beauté. Voilà, est-ce qu'il y a eu des moments où ça a dépassé ton cadre professionnel? Là, ça a fait écho, quoi. Il y a eu un truc. Alors, il y a des choses qui font écho, hein, il y a des dossiers qui marquent, mais tout de suite, hein, je te mets le garde-fou, ça n'impacte pas les conclusions, hein. Mais Je me c'est doute. clair que quand tu vas voir un type en application des peines qui est incarcéré depuis 50 ans, qui est dans qui est dans des dossiers très médiatiques et que tu vois qu'il n'a pas bougé en 50 ans, et que le projet, potentiellement, il faudra penser quand même à un moment donné qu'il faudra qu'il sorte, tu dis ouais, bah, la dangerosité, elle est quand même. Enfin voilà, t'as des dossiers qui marquent. Oui, parce T'as que des à dossiers. Nancy, t'as deux, trois. Enfin, j'en ai en tête deux, trois là, bien médiatiques. T'as eu affaire à des mecs qui sont passés en fait entre l'accusé, genre de truc. Ah oui, oui, oui. Oui, bah, il y en a, mais d'ailleurs, je ne vais pas que sur Nancy, hein, je vais sur certaines maisons centrales, donc qui sont à côté de Châteauroux, à Saint-Maur, où il y a Mhm. quelques. Alors, je ne l'ai pas vu, il est parti juste avant que je commence à y aller, mais il y a eu Jean-Claude Roman, par exemple, Mais voilà, bah oui. Le fameux, qui, le médecin de Genève. voilà, celui qui se faisait passer pour un médecin. Il y a, voilà, il y Il a des paraît que lui, il profils était bien en connus. prison, donc ça devait pas être le plus. Mais Voilà, mais il y a des dossiers qui marquent. Moi, j'ai eu un dossier qui m'a particulièrement marqué. C'est un infirmier. Voilà, il y a Christophe Ondelat a fait une émission là-dessus. Un infirmier qui a tué ses deux enfants avant de tenter de se suicider lui-même. Moi, c'est un dossier qui m'a marqué à plusieurs titres. J'ai d'autres dossiers qui m'ont marqué parce que ça s'est très mal passé avec le mise en examen où il m'a retourné le bureau pendant l'expertise. ah oui. Euh, bon, d'ailleurs, j'ai Tu t'es déposé senti en plainte. danger? Il y a des fois où tu appuies sur un bouton rouge ou je sais pas. Alors, il s'avère que j'ai une pratique en milieu pénitentiaire. Donc, si tu veux, en plus, le cadre n'est pas le même. C'est-à-dire que quand tu fais de l'expertise, t'es pas dans un but thérapeutique. Ouais. Ce que des fois, notamment les détenus, ne comprennent pas parce qu'ils disent putain, l'expert, il était très jugeant, il a été un peu agressif, etc. Oui, mais on n'est pas dans un but thérapeutique. Et justement, on est là pour essayer de voir comment ils peuvent se positionner par rapport à des événements de vie, comment ils Ah, c'est une peuvent mesure prendre du d'instruction, recul. quoi. Et on n'est pas là pour mobiliser des fois leur capacité d'introspection. Et donc, effectivement, quand on fait ça, on sait à quel moment, quand on sent que le type déjà il est énervé, qu'il ne faut pas lui poser des questions sur sa famille, bien évidemment qu'on ne va pas insister. Mais tu as des gens qui sont d'une telle imprévisibilité, et là, ça a été le cas dans ce dossier-là. Déjà, dans le dossier, je savais qu'il fallait que je prenne des pincettes. D'où l'intérêt de lire le dossier quand même avant, le dossier d'instruction, Mhm. parce que ça s'était mal passé en garde à vue, parce que les faits étaient horribles. Enfin, les faits qui lui étaient reprochés étaient quand même assez horribles. Donc, il fallait pas non plus y aller. Et effectivement, ça c'est sur quelque chose de très anodin. Il a complètement vrillé. Il m'a reproché. Enfin, voilà, les agents ont dû intervenir. Enfin, Mais, c'est la. mais tu t'es déjà fait prendre. Enfin, genre, saisi physiquement? T'as eu un truc. Non, non, je suis sorti. Je suis sorti du bureau. Le type a été pris manu militari par les agents de l'administration pénitentiaire et après il est parti. Voilà, ça a Ça, été c'était que le cas le plus le grave. matériel. Non, 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 mais donc oui, il y a des éléments qui marquent et tu te dis, ouais, ben, ces types-là, s'ils sortent de prison, et là, ça va être le cas parce que c'est un dossier pour lequel la personne a été hospitalisée en psychiatrie, donc ça a reporté la date d'audience parce qu'il est incompatible avec les assises. Et le problème, c'est que ben, là, il va être libéré parce que ben, ils ne peuvent pas faire autrement et qu'il est censé comparaître libre. Et moi, personnellement, à titre un d'expert et deux, au vu de ce qu'il a posé contre moi, je me dis, un, est-ce qu'il va venir au procès? Et deux, comment ça va se passer à l'extérieur, vu son Hmm. incapacité à respecter ne serait-ce que, enfin, plein de choses, prendre son traitement, pas consommer des stupes, enfin bref. Il dit que c'est quelqu'un qui est particulièrement dangereux et ouais, il y a des choses qui marquent, et il y en a d'autres, il y a des affaires qui te renvoient à ton expérience, à ta vie, notamment la pédophilie, des personnes qui étaient dans des clubs où ils prostituaient leurs enfants, et où tu vois certaines personnes ont pu évoluer. Parce que Est-ce que. Ouais. tu les revois en post-sententiel, tu les as vus à l'instruction, tu les vois en post-sententiel, 3, 4, 5, 6 ans plus tard, et tu te rends compte qu'ils ont évolué, qu'ils ont pris conscience de la gravité des actes, et Et ça va mieux. en tout cas, tu as la sensation qu'effectivement, et c'est ça aussi, c'est croire aussi en l'humain, hein. Alors, c'est pas ce que les médias veulent nous faire voir quand tu lis les journaux,
Mais oui, il y a des possibilités d'évolution. Il y a des Mais gens du qui coup, ouais, changent, qui évoluent. t'as eu des Ouais, mises en même sur des cause choses très graves. ou des condamnés où tu t'es dit, ouais, voilà, ça valait le coup de les traiter avec humanité parce que eux-mêmes ont pu redevenir, entre guillemets, humains, quoi. Sous certaines conditions, ils ont compris que, enfin voilà, dans un certain cadre, ils peuvent fonctionner comme toi et moi, dans un Ok. certain cadre, quand il y a des bornes, etc. Mais par rapport aux faits qu'ils ont commis, tu te dis, bah, il y a quand même une vraie évolution parce que si je les ai, c'est pas du tout, par exemple, c'est pas du tout l'image qu'on aurait eue lorsqu'il a été jugé. On se Mhm. serait jamais dit que cette personne-là aurait pu évoluer de cette façon-là. Et il y a eu des moments quand tu dois rédiger ton rapport où tu as vraiment eu la main qui tremblait, pour reprendre une expression qui est plutôt à destination des magistrats, où tu avais le sentiment, ok, on me demande mon avis, ce que je vais écrire va vraiment déterminer la suite du dossier, et fondamentalement, bon par exemple, tu vois, c'est l'avis de Ondelat là-dessus, hein, que la psychiatrie, c'est une science un peu... comme tu le disais, au niveau des qualificatifs sur le plan de la nomenclature, etc., qui est un peu flexible. Tu vois, c'est pas une fracture le truc, c'est pas un truc évident. Est-ce qu'il y a eu des moments, ta vie, où tu dois répondre quand même à la question? Alors, je vais répondre là encore en deux temps. La première, c'est sur la question de la flexibilité. Je pense que si tu as une vraie. La psychiatrie, ça reste. Là, on parlait des postes de préjudice. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas valable que pour la psychiatrie. Mais d'un point de vue diagnostic, Mhm. je pense que si tu as une vraie démarche scientifique, la psychiatrie est une science médicale comme les autres, qui a grandement évolué. C'est clair que la psychiatrie de 2024, c'est plus la psychiatrie des années 60. Et tu peux faire de l'expertise, et notamment de l'expertise en t'appuyant sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire des preuves qui ont été montrées, tu as des critères, tu as des classifications internationales, alors on en pense ce qu'on en veut, mais les diagnostics sont posés avec des critères précis, et ça permet aussi de cadrer les choses. C'est moins à l'appréhension des individus. C'est facile de dire lui c'est un pervers. C'est quoi un pervers? Il n'y a aucune définition de ce que c'est un pervers. Par contre, lui présente un trouble de la personnalité de type narcissique qui se caractérise par tel critère. Oui, là c'est Mhm. autre chose. Euh, oui, tu as la main qui tremble, mais je veux dire, si tu es sûr de ce que tu fais, si tu t'appuies sur une démarche raisonnée en appuyant des arguments, moi, je pars du principe que quand tu rédiges ton rapport, il faut que tu sois capable de le défendre. Si tu te dis, je ne sais pas comment je vais défendre ma conclusion, c'est déjà, tu dois te poser la question sur les réponses que tu apportes. Si putain, le jour où je vais aux assises, je ne sais pas comment je vais défendre ça, ou si l'avocat me pose telle question, je ne sais pas comment je vais répondre, bah, peut-être que soit ma réponse n'est pas la bonne, ou alors peut-être que ma réponse, il faut que je l'argumente pour que les gens qui ont mon rapport comprennent le cheminement qui m'amène à ma conclusion. Et Et d'ailleurs, ouais. pour terminer sur cette question-là, je dirais que ça m'arrive, mais ça arrive aussi à des collègues qui ont beaucoup plus d'expérience, de se dire ah, écoute, Guillaume, voilà, moi j'ai vu ce patient-là en expertise, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai cette situation-là. Et ça m'arrive de temps en temps aussi d'aller voir d'autres collègues experts et de Mhm. leur dire bah, écoute, j'ai vu un type, j'ai ça, je suis bien embêté, t'en penses quoi? Ouais, ça Et là, discute, il me quoi. dit bon, bah ouais, on échange et ça se fait réfléchir. Ouais, bah, ouais, t'as raison, ouais. Effectivement, bah là, effectivement, c'est plus ça, je vais creuser. Alors, des fois, ça m'amène à revoir l'individu. Des fois, ça m'amène à consulter d'autres pièces. Ou des fois, à dire, bon, bah voilà, non, franchement, là, j'ai besoin de pièces complémentaires. Est-ce que, bah, là, je contacte le magistrat, je fais, non, là, par contre, je pense qu'il faut que vous fassiez saisir le dossier médical, ce sera pas, ça va être nécessaire. Bon, et je vais finir justement, tu parlais de défendre son dossier en assise. Je ne sais pas si du coup tu en as déjà fait l'expérience, mais depuis peu, maintenant, il y a certains procès d'assises qui peuvent être enregistrés. Notamment, Christophe Ondelat était venu. Je trouve qu'il a fait un travail très intéressant. C'est un podcast qui dure 3 heures, hein, c'est un gros machin, où vraiment tu entends les intervenants en cours d'assises, et y compris les différents médecins psychiatres qui se ont succédé. C'était deux mises en cause pour des faits criminels. Quel regard, ouais, toi, tu juges là-dessus, d'un point de vue médical, sur le fait que la personne sera entendue, le côté ce qui est sur Internet est éternel. Euh, Alors, je pourrais avoir trois visions différentes, celui du citoyen, celui du médecin et celui de l'expert. je prends tout. Euh, T'as 1 minute sur le délai que tu m'as alors, donné.
je vais être concis. Celui de l'expert dirait que de toute façon, quand tu fais le job, tu t'adaptes aux règles dans lesquelles tu évolues. Donc, les règles de captation d'image du procès ayant évolué, ben, si ça te convient bien, tu fais plus d'expertise. Celui du citoyen poserait la question du droit à l'oubli. Et celui du médecin rejoindrait celui du médecin en tant que médecin, pas en tant qu'expert. Poserait la question effectivement d'éléments médicaux qui peuvent être apportés ou de personnalités qui peuvent, et on fait le lien à la question du droit à l'oubli, ça peut poser beaucoup de questions, c'est plus une question éthique, mais je vais ouvrir la porte et tu me diras ce que tu en penses. C'est aussi la question de la distinction entre les cours criminelles et la cour d'assises qui soulève aussi d'autres questions, d'autres débats. Ouais, bien sûr. Mais moi, mais en tant qu'expert, je trouve que de toute façon, le procès, pour ceux qui sont c'est une audience publique, que ce soit capté ou pas capté, tu es en audience publique, ça ne change rien. Enfin, moi, je ne pense pas que ça changera mon discours, que ce soit filmé ou pas filmé. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant, même plutôt positif. Bon, déjà, c'est pas tous les procès qui peuvent faire l'objet de ça, mais c'est une chose de rendre les cours d'assises publiques, c'en est une chose de les rendre accessibles. Et que ça puisse exister, ben, en fait, on se rend compte que, ben, au fur et à mesure des débats, tu pensais que le type qui est dans le box, c'est un parfait salopard qui mériterait la guillotine à l'époque. Et plus tu avances, et plus tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Et je trouve que c'est une très bonne démonstration de l'apprentissage de la nuance. Or, justement, la justice, c'est un truc où justement la nuance est au cœur. Et pourtant, quand on parle de la justice, tous les avis sont au contraire extrêmement tranchés. Et quand tu écoutes ça, même en étant parfaitement néophyte, ben, tu te rends compte que non, il n'y a pas d'évidence. Et a fortiori, en matière psychiatrique. Donc moi, je suis extrêmement favorable à ce genre de procédé, même si évidemment, ça va un petit peu changer la nature du métier. Si un jour, moi, je vais en assise et que ma plaidoirie, elle est en ligne, et c'est sûr que l'appréhension, et puis des fois, le petit onglate, il te met, gentiment, mais dans l'émission qu'il avait faite, il dit, maître, c'est trop long, 45 minutes en cour d'assises, vous avez perdu les jurés. Bon, tu te manges ça quand même dans un podcast qui va être écouté par plusieurs milliers de personnes. tu vis avec ça, quoi. Bon, mais c'est pas moi qui vais être gêné puisque je fais une chaîne YouTube, donc c'est pas moi, ça va, je vis avec ce que je peux commettre en bien ou en mal. Est-ce qu'il y a des aspects sur ta profession sur lesquels tu voudrais revenir, rajouter, ou est-ce que ça te paraît complet? Dis-moi. Non, je voudrais juste terminer sur ce que tu viens de dire, ça faire le lien en fait entre l'expertise psychiatrique, la justice. Et l'image qu'on a en fait de tout ça, il y a eu beaucoup d'affaires là, ces 20 dernières années. Il y a eu l'histoire de Pau, il y a eu l'affaire Halimi qui ont suscité beaucoup d'émoi. Je voudrais quand même juste donner 2 chiffres. Je ne sais pas s'il y a des néophytes qui nous occupent, mais en gros, en France, par an, il y a à peu près entre 800 et 900 morts violentes. Et le taux d'irresponsabilité pénale en matière criminelle, en matière pénale, c'est entre 0,2 et 0,5% de ces faits. Donc, c'est même pas 40 personnes par an qui sont concernées par une irresponsabilité pénale pour des faits graves de nature criminelle. C'est juste qu'effectivement, souvent, ça suscite l'incompréhension. Et tout ça pour dire que souvent, on ne comprend pas ce qu'est la psychiatrie, on ne comprend pas comment la justice prend les décisions parce que la société évolue sur la médiatisation, le bashing, etc. Et que ce n'est pas si simple que ça. Quand on se retrouve dans un tribunal, de savoir ce qui est vrai, de ce qui est faux, de quelle est la juste peine. Et l'expertise psychiatrique, certes, on peut se poser la question du rôle et de l'importance qu'elle peut avoir, à tort ou à raison. Je pense qu'elle peut avoir un rôle important sur l'évolution, sur la question de la dangerosité, sur la question de la personnalité, sur la responsabilité pénale, mais à condition qu'elle soit faite dans un cadre qui permet aux experts, à s'assurer que les experts soient formés et fassent un boulot qui réponde aux attendus de la justice et in fine de la société. Et que être dans un tribunal, ça permet aussi aux citoyens de comprendre comment on rend la justice et que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ouais, et c'est peut-être le mot de la fin. C'est pas si simple que ça. Ça me plaît. Ça appelle effectivement à réfléchir. Et j'espère, écoute, que notre petit podcast de ce jour aura contribué à y voir plus clair. Comme j'avais indiqué en propos introductif, on n'est pas des professions où j'ai le sentiment qu'on se parle beaucoup. Et moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de voir aussi qu'on peut avoir des problématiques en commun. Et qu'en fait, on est confronté à des enjeux semblables, alors même qu'on ne fait pas du tout le même métier, mais on concourt au même but.
Tout à fait. Et je trouve ça très beau. C'est beau, c'est très beau. Voilà. Bah, en tout cas, je te remercie une nouvelle fois. Voilà, on dépasse un tout petit peu, on est à 4 minutes, 4-5 minutes. Donc, Pas de souci. je veux pas entamer plus sur ton temps de pause avant la reprise. En tout cas, merci une nouvelle fois du fond du cœur d'avoir accepté cet Ça entretien. marche. Merci à toi, Étienne. Eh bien, écoute, je te dis à très bientôt. Et sur la reconstitution, on se suit. Voilà, comme je t'indiquais, une série sur la Révolution française qui arrive très, très, très prochainement. Et je te remercie Et encore une fois. sur la Révolution, tu pourras peut-être faire le lien avec l'évolution du code pénal, du code civil, l'article 64, tout ça, tout ça. Mais tellement, tellement. Mais là, je suis en plein sur la justice. C'est passionnant. Et peut-être même que je ferai un lien avec Esquirol, le psychiatre Tout à toulousain qui a fait. pas mal contribué. Je pourrais effectivement, là, tu vois, me mettre dans la tête. Mais combien de Toulousains savent que la place Esquirol, c'est dû à ce psychiatre qui a quand même un petit peu révolutionné la matière. Enfin voilà. Bon, bref, beaucoup de sujets à aborder et j'aurai Tout à fait. plaisir à en discuter avec toi, en off ou à nouveau à l'occasion d'un live. En tout cas, merci encore une fois. Merci, bonne Et journée. je te dis à très Salut. bientôt. Salut, salut. Merci encore.